Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur notre plateau à ce nouveau débat citoyen. Ce soir, nous abordons un sujet crucial, mais un sujet aussi qui parle de la cohésion sociale et de l'efficacité dans nos institutions, le bilinguisme dans l'administration publique. Aujourd'hui, nous aurons aussi l'amabilité de faire le tour un peu de ces applicabilités, mais aussi des obstacles que rencontre le bilinguisme dans notre pays. Alors, amis téléspectateurs, installez-vous confortablement. Le débat DTV, c'est parti et nous avons ainsi l'honneur sur le plateau pour en débattre. Nous avons Hassan Alafouza Togoumi, qui est ex-conseiller, un représentant de la jeunesse. Il porte plusieurs casquettes à la fois et qui est là avec nous ce soir. Monsieur Alafouza, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci Bienvenue beaucoup. sur Electron Télévision. Merci beaucoup. Juste à son côté, nous avons monsieur Mamad Ali Idazi, qui est conseiller provincial et lui, il nous vient de Bata. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenue. Merci. J'espère Oui, que vous allez bien. Très bien, oui. D'accord. Et à ma gauche, c'est un habitué de la maison, c'est quelqu'un qui n'est pas à présenter. Il s'agit du docteur Ahmed Dida Mahamat, enseignant-chercheur, chef de parti politique, plusieurs casquettes. Docteur, bienvenue. Merci et je souhaite la bienvenue à mes co-débatteurs et aux téléspectateurs dont j'espère qu'on va passer un moment agréable. Où j'ai envie de dire bon retour à la maison. Merci. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, vous pouvez aussi interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Tchad. Poser aussi des questions sur ce sujet, le bilinguisme, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de débats et Electron vous offre l'opportunité de le cerner, de le comprendre. Alors, chers débatteurs, nous allons peut-être en premier lieu poser ce qu'on appelle le cadre légal, mais aussi le principe du bilinguisme. Alors, cette question peut-être va faire le tour de table. La première question peut-être que moi je voudrais poser, c'est que quand on parle du bilinguisme, à quoi fait-on référence? Je commence par le docteur. Oui, bonsoir. Et puis je dis mes co-débatteurs aussi également bonsoir à nos téléspectateurs. J'espère que nous allons être utiles pour un peu éclairer donc la lanterne de nos concitoyens à travers donc ce débat, ces sujets. Je remercie également tous ceux qui sont derrière Electron TV, ce que j'appelle les soldats inconnus, qui travaillent acharnement, les techniciens, pour réussir cette émission, mais qu'on ne les connaît jamais, on ne les voit jamais, mais ils sont pour la réussite de cette émission. Et pour d'entrée de jeu, je voudrais dire tout simplement que la question du bilinguisme, elle revient de manière récurrente. Dès qu'il y a quelque part un décret, un acte qui apparaît, donc ça réveille donc des anciennes imaginations ou des anciennes postures. Alors que la question, à mon sens, elle doit être tranchée. Elle a été tranchée depuis longtemps dans les débats qui ont été organisés dans les différentes instances. Dans les années 79, avec la conférence des cadres, elle a été tranchée également dans le débat de la conférence nationale 93. Elle a été débattue également dans le forum de 2020 et elle a été débattue également dans le déni des dialogues, donc je pense. Mais tout simplement, s'il y a tout cet amalgame ou cette touche affective autour de ces problèmes, c'est qu'on a besoin de clarifier certains points et peut-être expliquer mieux à nos compatriotes ce que c'est le bilinguisme, qu'est-ce que ça sous-entend et effectivement quelles sont les limites, comme vous l'avez annoncé. Donc le bilinguisme, c'est juste un choix que le Tchad a fait pour mieux se positionner, mieux assumer son histoire de la civilisation. Le Tchad est un carrefour de civilisation et le Tchad veut assumer ce rôle qui est important et qui nous sommes à cheval entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne. Et nous avons traversé beaucoup d'événements qui ont construit, qui ont façonné le Tchad et je pense que par réalisme et par justice, ou peut-être même par rétablissement comment on appelle, ou s'approprier de notre histoire, que le bilinguisme a été instauré. Seulement,
peut-être dans le débat, nous arriverons donc à étayer. Il y a des quiproquos, il y a des incompréhensions, il y a aussi parfois des amalgames, et qu'il faut maintenant qu'on tranche. Et je pense que ça sera possible donc avec mes co-débatteurs qui sont aussi chevronnés dans cette question-là. D'accord. Alors, Monsieur Idjazi, je vous pose la même question. Pour quelqu'un qui nous suit et qui n'en sait rien du bilinguisme, lorsqu'on parle du bilinguisme, comment pourrions-nous nous l'expliquer dans un détail la plus facile pour qu'il puisse comprendre? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de me poser une question pertinente qui concerne le bilinguisme. C'est vrai, le bilinguisme, nous sommes autour d'une table, pas du tout ronde, mais quand on parle du bilinguisme, moi je crois que c'est un débat qu'il faut prendre au sérieux. Il faut aussi faire passer le message aux concernés. Quand on parle de bilinguisme, en réalité, on parle de deux langues. Bilinguisme, c'est-à-dire que deux langues. Maintenant, ici, quand on parle, on comprend vite qu'on parle de l'arabe et le français. Et là, comme on le sait, avec l'évolution, la Constitution, à son article 9, fait du français et l'arabe deux langues officielles de la République du Tchad. Ça, c'est ce qui est concret, ce qui est réel et idéal. Bon, qui dit bilinguisme et quand la Constitution donne cette importance, c'est aussi l'accès à l'égalité, l'accès à l'information, l'accès à l'administration et à l'éducation. Ça, c'est ce qui est idéal. Mais je voudrais sortir un peu de ce cadre-là pour parler bilinguisme. C'est-à-dire que moi, je pense que le problème du bilinguisme est antérieur même à l'indépendance du Tchad. Okay. Je pense que quand les Français étaient venus, ils utilisent leur langue et la langue de l'autre autochtone et que ces deux langues-là, on les traduit et ça a avancé. C'est vrai, aujourd'hui, on confronte l'arabe au français. C'est comme... Monsieur Togomi, peut-être comment nous situer, à quel niveau le bilinguisme est-il inscrit dans la législation ou la Constitution? Merci beaucoup, Monsieur Alain. Je voudrais, à travers ce micro, saluer vos nombreux téléspectateurs et vous remercier également et vous encourager dans ce travail que vous êtes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du bilinguisme, c'est un sujet particulièrement important, qui est d'actualité. Et c'est un honneur également pour nous d'apporter notre contribution, n'est-ce pas, et donner notre point de vue également. Pour ce qui est de l'historique, comme Dr Guidel l'a souligné, le bilinguisme, c'est quelque chose qui a eu sa place presque dans toutes les grandes périodes de l'histoire politique de notre pays. Et bien qu'il est un petit peu tardif, en ce sens que la deuxième langue, qui est l'arabe, a été intégrée de manière officielle dans les années 70-80. Mais contrairement au français, qui est une langue de l'administration que nous avons hérité de la colonisation. Par définition, le bilinguisme, c'est la coexistence de deux langues dans une communauté de personnes. Que ce soit au niveau État, au niveau des communautés. Et également, on peut définir relativement à une personne, c'est la capacité à maîtriser des langues de façon à pouvoir alterner. Parlant de l'historique, je pense que de manière formelle, la Constitution de 1996, qui a été révisée plusieurs fois jusqu'en 2020, a quand même réaffirmé, n'est-ce pas, dans son article 9, qui stipule les langues officielles de la République du Tchad sont le français et l'anglais. Le français et l'arabe, parce que j'aime trop l'anglais aussi, parce que moi je fais partie aussi de ceux, là c'est juste une parenthèse, mais qui pensent qu'il faut aussi une troisième langue, compte tenu de l'importance de l'anglais.
Et ce même article-là a changé seulement de numéro dans la dernière constitution de 2023, la constitution de la 5e République, dans son article 10. Donc ça a été réaffirmé. Il y a également la loi de 2006, la loi 16, qui a porté sur tout ce qui est l'enseignement bilingue. Bien avant cela, il y a le décret de 1995 qui reconnaît également l'enseignement bilingue. Et le dernier acte officiel que nous pouvons citer, je pense que c'est la stratégie nationale de la promotion du bilinguisme qui a été, n'est-ce pas, adoptée par un décret du chef de l'État il y a seulement une dizaine de jours. Je pense que c'était le 14 juillet. Justement. Donc, pour tout ce qui est des textes, je pense que nous sommes quasiment au complet. Maintenant, quand on parle de l'application aux pratiques, certainement, comme j'avais souligné à l'avant, au début de mon intervention, comme la deuxième langue a été introduite de manière tardive, le processus fait son chemin. À ce niveau, je pense qu'on va revenir dessus. D'accord. Alors, docteur, je reviens à vous. En matière texte, le Tchad est au complet à la question du bilinguisme. Mais aujourd'hui, pratiquement, quelles peuvent être les obligations, par exemple, des administrateurs publics en matière du bilinguisme? Okay. Merci. Donc, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, de donner quand même une idée qui effleure l'esprit, mais qui n'est pas exprimée. Le bilinguisme, c'était le juste milieu qui a été trouvé entre ceux qui voudraient éliminer l'arabe carrément de l'administration et ceux qui voudraient éliminer le français carrément, et entre ceux qui voudraient remplacer les deux par une autre langue, notamment l'anglais. Donc, il y a eu une résistance de deux côtés. Il faut dire ça de ceux qui soutiennent la langue arabe et ceux qui soutiennent donc les francophones. Et effectivement, et il y a ceux qui pensent que, écoutez, les deux langues-là, il faut les écarter. Comme la langue internationale, c'est l'anglais, maintenant on va introduire l'anglais. Mais en fait, pour trouver le juste milieu, il dit non, attendez, on ne peut pas remplacer comme ça une langue. Parce qu'une langue, ça porte quand même l'histoire, elle porte la culture, elle porte également, comment on appelle, l'identité d'un pays et d'une nation. Et on ne peut pas la remplacer sous prétexte donc, de vouloir régler. Donc ce n'est pas en écartant les deux qu'on va régler le problème. Je voudrais aussi rappeler que la création de Frolina, l'un des points de revendication essentiels, parmi les 14 premières, c'était donc la reconnaissance de la langue arabe. C'est 1963. Ils ont commencé. Donc, ça veut dire que tous les problèmes du Tchad, entre autres, l'injustice, etc., tout ça, mais entre autres, il y avait ce point de revendication. Donc, on ne peut pas donc déraciner donc, ce problème qui est devenu un problème d'identité, alors que c'est question d'histoire. Et puis, toutes les administrations, comment on appelle, des royaumes qui se sont succédés au Tchad et qui existent encore. Mais jusqu'à là, aujourd'hui, j'utilise la langue arabe comme langue d'administration. Quand vous voyez dans le Ouada, actuellement, des communications à l'intérieur du royaume entre les notables, etc., et les sultans, c'est en arabe. Quand vous voyez à Mao, c'est pareil. Quand vous allez dans le Bagrami, c'est pareil. Donc, et dans les principautés Kotoko et toutes les petites principautés qui sont liées. Donc, le problème, donc, c'était le juste milieu. Trouver le juste milieu, dit écoutez, dans ce cas, on va prendre les deux, le français et l'arabe. Maintenant, la question, donc, comment appliquer cela? Qui est obligé d'être bilingue? Et comment être bilingue, c'est là, donc je pense que c'est l'essence de votre question. Oui. En fait, le bilinguisme dans son esprit, c'est l'État qui a cette obligation d'être bilingue. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il n'est pas question de transformer tous les Tchadiens en bilingues. Celui qui veut être bilingue, c'est vraiment c'est son choix, sachant que nous sommes tous polyglottes. Il y a très peu de Tchadiens qui parlent une seule langue. Si on considère les langues nationales comme des langues aussi. Hein. Donc, le fait d'utiliser plusieurs langues, franchement, c'est vraiment sans objet, puisque de toute façon, tout le monde l'utilise. Donc, la question de bilinguisme, c'est ça l'esprit de la Constitution. En dehors de tous les aspects affectifs, etc., que les entourent, la passion, tout ça, l'administration a l'obligation de fournir et de communiquer à tous les citoyens dans les deux langues. Libre maintenant à celui qui s'en sert d'utiliser l'une ou l'autre, ou les deux s'il le veut. Donc, l'administration, pour être juste, parce que le problème du bilinguisme, c'est arrivé de quoi?
de l'exigence de ce bilinguisme, c'est parce que quand, par exemple, les arabophones surtout, parce que l'administration héritait de la colonisation, comme le disait M. Alafouza, donc elle utilise la langue française, elle avait écarté, bon, ce que dit M. Diaz également, elle a combattu, parce que la langue française, le colon français voulait imposer son identité, donc il fallait éliminer toutes celles qui lui font confiance. Donc, l'administration a l'obligation d'être bilingue. Quand vous écrivez, en tant que citoyen, quand vous écrivez une demande à une administration, vous la rédigez en arabe. C'est ça la grande frustration. Quand vous l'envoyez à l'administration, comme la personne est francophone uniquement, et ça c'est indépendamment du fait qu'il soit nord ou sud, hein, c'est francophone point barre. Donc, comme il ne comprend pas, c'est classé. L'usager qui vient, il va trouver, donc il n'y a pas de réponse, il est frustré. Donc c'est comme un ordinateur, le programme, le logiciel Office comme Word, à l'intérieur c'est un langage qui est incompréhensible par personne, mais l'interface elle est donnée à qui veut l'interface en anglais, en français, en arabe, en chinois. Donc ce que les gens exigeaient, demandaient d'abord, c'est que vraiment que l'interface les comprenne, les accepte et qu'ils répondent à leurs besoins, leurs lettres, leurs demandes. C'est ça qui est demandé. Et comme il y a toujours un refus, ou peut-être, c'est pas par méchanceté, parfois par ignorance, le monsieur ne connaît pas l'arabe, il ne peut pas répondre. Et il n'a pas un traducteur à côté, et bon, c'est pas prévu dans l'administration, donc c'est normal. Mais il est frustré, c'est lui qui demande, et dans ce cas, vous écartez donc, les arabophones, vous écartez donc ceux qui connaissent la langue, et c'est comme ça que le débat est devenu plus passionné. Oui. Et les gens ont mis une charge affective sur ce problème, alors que c'est un problème technique. Ce n'est pas un problème politique. Donc, le bilinguisme, c'est l'administration, c'est l'État. Quand l'État veut fournir par les décrets, ils sont dans les deux langues. Un arabophone peut lire, un francophone peut lire, et les deux font foi devant la loi. La Constitution est rédigée dans les deux langues. Maintenant, le ministre ou le directeur, ou peut-être le préfet ou le gouvernement, peut être francophone ou arabophone. Ça ne pose pas de problème. Mais quand il s'adresse aux usagers, il faut que les deux usagers puissent, puisque c'est l'administration. Maintenant, vous, en tant que citoyen, vous êtes libre, vous dites, moi je parle en arabe, bon, la Constitution vous donne le droit. D'accord. Et un francophone, pareil. Maintenant, comment encourager les gens, il faut comment écarter ces résistances. Et c'est ça l'un des objets de ce débat, c'est comment expliquer aux gens que non, cette résistance, même si elle a une raison d'être à un certain moment, elle ne l'est plus puisqu'elle n'est plus dans la direction que les gens voulaient. Donc le bilinguisme, l'administration, si elle s'adresse à tous les Tchadiens, elle adresse le document dans les deux langues. Et quand les deux personnes, locuteurs des deux langues, s'adressent à l'administration, qu'ils puissent trouver un répondant. Et le reste, si vous faites votre cuisine en patois ou en français, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est le résultat. Et c'est ça, donc, le débat tourne autour de ça. Maintenant, s'il faut maintenant parler de tout ce qui fait, tout ce qui inquiète, les obstacles, pourquoi les gens ont peur, et que ça. Non, on n'oblige pas tous les Tchadiens à parler français et arabe. On n'oblige pas. L'administration, elle est présentée pour les deux. Celui qui parle arabe, celui qui parle français, parle français. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de frustré, il n'y a pas d'écarté, il n'y a pas de jaloux. D'accord. Alors, monsieur Idazi, je viens à vous aussi. Vous avez j'allais dire, cette grâce ou cette chance de travailler dans les deux langues, dans ces deux langues, le français et l'arabe. Alors, dites-nous un peu comment vous faites face à quelqu'un, par exemple, qui s'en fout de l'arabe, qui pour lui, l'arabe c'est peut-être une imposition, l'arabe devient une contrainte pour lui, ou pour quelqu'un qui dit que le français c'est une langue exportée, etc. Comment vous faites pour congédier? Quel est le juste milieu? Merci de revenir une deuxième fois pour nous parler encore de la langue, l'arabe et le français. Franchement, moi, en arabe, comme vous le savez, au nord, on apprend avec les marabouts, on apprend l'arabe, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est avec le temps que je me suis un peu cultivé à apprendre à lire et à faire. Mais moi, comme je le disais tout à l'heure, le problème du bilinguisme, c'est un problème d'intellectuel, franchement. C'est un problème d'intellectuel, et puis chacun veut avoir son compte, et il se communique peut-être par voie mal, ou bien c'est ça, c'est un problème d'intellectuel. Parce que si vous quittez aujourd'hui, vous partez dans n'importe quel marché au Tchad, vous restez, vous communiquez, vous achetez, vous revenez, vous n'avez pas de problème, il n'y a aucune résistance.
Le problème, moi, je crois que c'est peut-être un peu politique et puis il y a des choses derrière. Sinon, en principe, ça ne doit pas poser de problème. Ça, c'est un. La deuxième chose que je veux, peut-être que c'est si le gouvernement ou le président de la République prend des actes pour faire du bilinguisme dans l'administration, moi, je crois qu'ils sont en train de voir très loin. Parce que l'arabe, ce n'est pas une langue comme ça, c'est une langue de science. Okay. Et pour se développer, il faut prendre de ces côtés et de ces côtés pour faire quelque chose. Et c'est une richesse. Pourquoi on néglige, pourquoi on la combat? En principe, on devrait l'apprendre et prendre ceux qui ont fait des recherches dans l'arabe pour leur apport pour le développement de ces pays. Bon, maintenant, on parle un peu du bilinguisme, on parle des actes, mais les royaumes Wadaï, Bagirmi, mais avant, ils communiquaient avec l'arabe. Ils transmettaient les messages. Ils ont eu des relations avec l'extérieur. C'est toujours avec l'arabe. Donc, moi, je crois que le fait de mettre l'arabe, donner à l'arabe une étiquette tribale ou des individus ou l'islam, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Depuis des siècles, avant bien même le français, l'arabe était là. Mais l'arabe n'a jamais été un obstacle quelque part, ou bien ils n'ont pas pris leur saguet pour islamiser ou faire autre chose. Moi, je crois que c'est beaucoup politisé. Et si le président a pris un acte pour faire de l'arabe dans l'administration, c'est pour avancer. C'est pour rendre la population, les administrés, plus proches à leur administration. Parce que quand vous venez à une population, vous parlez le français, vous partez, ils n'ont rien compris. Votre message est tombé dans l'eau. Moi, je pense qu'il faut être un peu modéré et ne pas exagérer et puis parler terre à terre parce qu'on s'adresse à une population. Quand on parle français ou l'arabe, c'est des élites, c'est des docteurs. Mais la population a besoin de comprendre la politique même du chef de l'État. Si les gens viennent par milliers, on parle français et puis, ou bien on les traduit avec l'arabe littéraire, la grande majorité des gens ne comprennent pas. Donc moi, je crois qu'il faut que ce bilinguisme-là doit être consommé localement. C'est-à-dire que nos populations comprennent ce que nous voulons et comment faire. Parce que c'est ça l'enjeu. D'accord. Alors, M. Togumi, le bilinguisme, on l'a défini, on a essayé d'apporter les cadres, tout ça. Mais est-ce que le bilinguisme est un droit ou une contrainte? Vous dites? Le bilinguisme dans l'administration publique est un droit ou une contrainte? Très bien, merci beaucoup. C'est un droit constitutionnel. Okay. Parce que les langues, c'est un bien public, c'est un bien national, c'est quelque chose de sacré, au même titre que les armoiries. C'est pour cela que nous avons constitutionnalisé. Pendant les différentes occasions et lors des différentes révisions constitutionnelles, on a entériné. Moi, je voulais revenir sur quelque chose que le docteur a dit, et ça me tient à cœur. Il y a une résistance qui est là. Et la résistance, elle ne date pas aujourd'hui. Elle date, je pense, que de l'époque coloniale. Quand les colons sont venus, il y avait une langue, il y avait des administrations. Oui. Des administrations à travers nos différents royaumes, etc. Ces royaumes-là avaient aussi des ambassades auprès de certains pays. Tout à fait. Et toutes les communications officielles se faisaient quasiment, presque toutes en arabe. Les documents officiels, les archives sont là. Maintenant, les colons ont aussi un objectif d'ordre culturel et civilisationnel qui veut maintenant faire passer à travers cette langue-là. Et pendant pratiquement 60 ans, je crois, que nous avons passé sous la domination coloniale, toute l'administration a été, n'est-ce pas, érigée en une administration exclusivement francophone. Et c'est comme ça que d'ailleurs les révolutions ont eu une des revendications, comme le docteur l'a souligné. Maintenant, dans la pratique, le Tchad est un pays, si on fait la comparaison, ceux qui parlent l'arabe, je pense qu'ils sont plus nombreux. Regardez dans nos marchés, vous partez à Bongor, vous partez au BT, presque dans... Jusqu'à ce qu'on ait même l'arabe Bongor,
L'arabe, les localités s'approprient même, on dit arabe Bongor, arabe Fianga, etc. Ça, je pense que c'est ce qu'on appelle c'est des langues, mais c'est des sous-langues. C'est des sous-langues. Je me souviens, lors de la conférence nationale souveraine, j'avais peut-être entre-temps 2 ans, 3 ans, mais j'ai suivi les archives, et il y a un des participants qui avait dit notre arabe est mieux compris que l'arabe qui se parle peut-être en Mauritanie, en Libye, etc. Oui, ça c'est voilà, et moi, je pense que si vous partez en Égypte, il y a une façon de parler l'arabe. Oui. Si vous partez en Libye, il y a une façon de parler l'arabe. Mais si vous prenez à l'écrit, c'est le même arabe. Okay. Donc, normalement, ce problème ne doit pas se poser. Maintenant, dans la pratique, comme le français a de l'avance, il faut trouver des voies et moyens pour rattraper, n'est-ce pas, les retards de la deuxième langue. Et là aussi, il faut souligner, il faut faire comprendre à beaucoup de nos compatriotes qu'il n'y a pas de préséance entre les 2 langues. Les 2 langues, n'est-ce pas, sont 2 langues officielles. Et elles se valent. Voilà, elles se valent. C'est ça même ce que je voulais dire. Maintenant, les moyens juridiques sont là. Les moyens administratifs sont là. Et je salue le travail qui est en train d'être fait au niveau de la SJG. Il faut souligner qu'au niveau politique, les chefs de l'État, les chefs d'État qui se sont précédés, depuis à l'époque de Maréchal Défunt, je pense qu'ils ont eu cette idée de diriger un ministère chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration. C'est quelque chose, une avancée qu'il faut saluer. Et au niveau des SJG, je crois qu'il y a une cellule qui a été érigée. Et même la stratégie qui vient d'être adoptée là, c'est quelque chose qui a été fait de façon inclusive, de façon concertée, de telle sorte que presque toutes les corporations de la nation ont été impliquées. Donc maintenant, c'est un processus pourrait être long et lent. Mais je pense que le processus fait son chemin. Okay. Ce qu'il faut déplorer à ce niveau, et là je tiens à le dire aussi, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il y a une certaine récupération aussi de politique. Et ça, c'est dangereux. Et c'est quelque chose qu'il faut carrément refuser. Il faut faire comprendre à nos compatriotes qui nous regardent que la langue n'appartient pas à quelqu'un. La langue appartient au pays. Elle n'appartient ni à une communauté donnée, ni à une région, ni à une confession religieuse. Et surtout que la langue est une richesse. La langue est une richesse. Alors, docteur, je reviens avec vous, par exemple, dans le cadre de l'application même concrète dans l'administration. Quelles sont les régions, par exemple, ou les institutions qui réussissent à mieux appliquer, mais surtout facilement le bilinguisme? Moi, je pense qu'il faut prendre le problème de manière globale. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de ce qu'on appelle une classification comme dans l'école primaire, hein, que CP1, CP2, etc. Non, quand il faut l'appliquer, il faut le déployer de manière générale. Maintenant, le plus important, c'est mettre les moyens qui vont avec. Ça, c'est un point qui est crucial et je pense que ça a été débattu. Tout à l'heure, le conseiller vous a parlé donc de ce que la SJG, j'ai eu la chance de participer à ce forum qui a rédigé, qui a mis en place cette stratégie avec beaucoup de nos compatriotes, comme il a dit, plusieurs corporations. Et le problème a été axé sur les moyens de mise en œuvre. Il ne suffit pas de décréter une langue, il faut lui donner les moyens. Surtout qu'ils n'ont pas évolué de la même manière. C'est-à-dire, il y a une période de transition. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut former des agents de l'État bilingues. Il faut commencer par là. Et le problème du bilinguisme va être, parce que ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'administration, parce que ça va aller au-delà, ça va dans l'éducation, dans l'enseignement. Et ça, c'est un problème, ça a été souligné dans la stratégie, dans ce travail-là. Donc, de dire que le processus du bilinguisme, ça s'applique depuis la maternelle jusqu'à la terminale, arrivé donc à cette période, donc disons 3 ans, plus 6 ans, plus 7 ans, nous allons régler ce problème définitivement parce qu'on va faire sortir des bacheliers bilingues. Donc en phase 2, il peut y avoir un professeur francophone et un professeur arabophone. Il passe d'une langue à une autre sans difficulté. C'est le processus que le Cameroun a engagé, même s'il y a des ratés, mais au Cameroun, je sais qu'ils ont mis des écoles pilotes. J'ai étudié, mon collège et une grande partie de mon lycée au Cameroun. Et il est arrivé, donc je l'avais rencontré, on a eu un professeur de maths et un professeur de biologie anglophone qui ont été affectés, j'étais à Marois. On se donnait le moyen pour comprendre, pourtant on n'était pas anglophones.
Et parfois, il y a une coercition aussi, parce qu'il faut pas laisser les gens seulement comme ils veulent. L'État, c'est quand même la force d'appliquer cela. Donc, mettre les moyens nécessaires. Par exemple, l'École nationale d'administration, qui a une vocation de l'école de nous, c'est justement promouvoir le bilinguisme dans l'éducation. Il avait un essai à la 18e promotion, dont je fais partie de ceux qui ont formé ces jeunes-là et la mise en œuvre de tout ça. Et on a sorti donc des traducteurs bilingues et des assistants de direction bilingues. C'était une expérience inédite. Elle a été très difficile, certes, mais elle nous a permis quand même de voir quelles sont les difficultés pour la mise en œuvre du bilinguisme et comment on fait faire. Tous ces jeunes qui ont quitté donc, les bancs, ils se retrouvent dans l'administration et effectivement, ils commencent, certains à IGG, d'autres dans d'autres ministères. Si on les utilise, si, je dis si, parce que nous avons un problème avec l'administration, c'est qu'il n'y a pas que de bilinguisme. Même beaucoup de promotions qui sortent de l'ENA, ils ne sont pas utilisés dans l'administration, comme préfet, sous-préfet, etc. Et on nomme des gens qui n'ont rien à voir, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est une réalité. Justement. Si ça se reproduit avec les bilingues qu'on a sortis, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose. Donc, il faut se donner les moyens. La volonté politique y est, le besoin ou la demande y est. Maintenant, il faut que l'État mette les moyens. On ne peut pas former les gens par un tour de passe-passe ou par de la magie. Il faut les moyens. L'École nationale d'administration qui doit former les communes des États, il faut leur mettre à la disposition les moyens, les enseignants, les didactiques, les bibliothèques, les laboratoires de langue, etc. Comme le CAL, comme le font beaucoup d'institutions, le CIPRIT, au niveau de CESCO, ils forment des gens. Et je vous assure, pour la 18e promotion, j'étais témoin parce que je fais partie de ceux qui ont contribué à participer à ce concours. Et il y a eu la demande. L'ICESCO, le directeur de l'ICESCO, il nous a dit que depuis que vous avez dit que ce sont des formations bilingues, le nombre de ceux qui sont inscrits parmi nos frères du Sud, il a plus que doublé. Ça veut dire que bon, les gens comprennent, si c'est nécessaire, si c'est vraiment une obligation, mais on le fait. Et ils ont formé. Et c'est pareil pour beaucoup des Arabes qui se font former au CALF, au centre, ou bien à Central Mouna. Donc je pense qu'il faut dépassionner le débat, il faut dépolitiser le débat. C'est un travail maintenant technique dont la politique n'a rien à voir là-dedans. Ça c'est un. De deux, excusez-moi, oui, il suffit, mettre les moyens, ça suppose également permettre à faire une promotion. Par exemple, le prochain concours de l'ENA, c'est à partir de la licence et on demande à ce qu'on forme de manière bilingue. Ça, vraiment, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que quelqu'un qui a une licence, qui a été formé par une langue jusqu'à la licence, on vient lui apprendre à nouveau donc, une langue, et surtout quand c'est un fonctionnaire, il faut qu'il y ait la carotte quelque part. Encourager les gens qui ont dans l'administration, que si vous apprenez une langue, ça peut contribuer à l'augmentation, à votre reclassement, à l'augmentation. Et ça, c'est une motivation. Pourquoi j'apprendrais une langue, que ce soit français ou arabe, si vraiment je n'ai rien en retour derrière? Justement, je voulais, docteur, rester avec vous encore avant de revenir ici. Lorsque vous parlez des moyens, dans les moyens, par exemple, on a ce qu'on appelle la traduction des documents, on a par exemple la formation. Là, je voudrais rester à la formation. Aujourd'hui, quand on va dans des écoles primaires, dans des lycées, dans des universités, on apprend par exemple aussi l'arabe. On apprend par exemple l'arabe en disant aux gens de réciter alif, ba, ta, tout ça. Moi j'ai appris comme ça, mais phonétiquement c'est difficile par exemple pour quelqu'un de savoir quelles sont les compositions des mots par exemple qui ont donné alif, qui ont donné bas, tout ça. Est-ce qu'il n'est pas aussi question de, quand vous parlez de l'aspect technique, de repenser aussi l'enseignement, par exemple, de l'arabe dans les écoles? Oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais l'arabe n'est pas plus compliqué que le chinois. Les Chinois qui a une autre idiogramme, c'est-à-dire en fait l'arabe, c'est un alphabet différent de l'alphabet latin, ce qui complique pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'alphabet arabe, donc comment dessiner tout ça. Mais les Chinois, c'est encore pire. Ouais. Vous avez des dessins et dans les idéogrammes, il y a plus de 3000 idéogrammes à prendre. Et chaque année, il y a une centaine qui sont inventés. Donc, c'est pas plus compliqué dans tous les pays, que ce soit, vous voyez, mettez les arabophones et les francophones ensemble en Chine, en Russie, en Allemagne,
en Espagne, je vous assure, ils partent tous, ils apprennent pendant 1 an la langue et ils vont étudier à l'université avec. Et ils ont les mêmes niveaux. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas le problème des langues. Maintenant, ici, quand vous voulez apprendre des problèmes de formation, comme vous dites, ce n'est pas le fait de dire Alif Bata, c'est non. Je vous dis, c'est un projet à long terme. Il faut se projeter, c'est-à-dire commencer le bilinguisme à partir de la maternelle. C'est-à-dire fournir des enseignants bilingues depuis la maternelle. Quand vous êtes à la maternelle et que vous savez, Alif, c'est comme ça que ça se dessine. Et arrivé au niveau bac, vous avez dépassé largement ça. Ouais. Donc, ça, c'est un processus qu'il faut. Il faut donner le moyen au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du bilinguisme. On ne peut pas le généraliser comme ça, il faut faire partie par étapes, comme ça se fait dans d'autres pays. Par exemple, il faut des écoles pilotes. Des écoles pilotes par département ou par préfecture. Ces écoles pilotes sont suivies par le ministère et par des cadres qui sont bilingues. Et c'est les mêmes matières premières qui sortent de ces maternelles qui vont aller à l'école primaire. Et c'est ceux-là qui vont sortir pour être au collège. Et c'est ceux-là qui vont sortir pour être en terminale. Et puis ils ont le bac et ils sont bilingues. Donc ça, c'est donc deux volets. Le volet à long terme, le volet à moyen terme. C'est-à-dire permettre aux institutions qui peuvent former en bilingue ou qui donnent l'occasion à ceux qui veulent se former en bilingue, leur donner le moyen de pouvoir le faire. À court terme, il faut maintenant se sensibiliser pour que les gens comprennent que l'apprentissage de 2 langues est un moyen, mais également c'est une clé pour le succès. Et il faut aussi, je vous dis les moyens, quand je dis, si vous voulez faire un laboratoire, vous n'avez pas de laboratoire, il faut mettre les gens dans le bain. Dans d'autres pays, vous êtes dans un bain linguistique, on vous place dans une famille, ou on vous met en quarantaine dans un endroit où vous parlez dans la langue que vous formez, que ce soit les Chinois, les Russes, etc. Et puis vous écoutez la télévision dans la même langue, les journaux. Donc vous pensez, vous réfléchissez, vous dormez, vous rêvez dans cette langue. Et au bout de 6 mois, vous sortez quelqu'un qui a vraiment les bases nécessaires pour suivre. Et puis pour certains, selon le niveau, ils vont suivre jusqu'à la fin de la formation universitaire, donc des cours de langue d'appui jusqu'à ce que vous ayez donc la maîtrise de la langue. Donc, je pense que ce n'est pas impossible. Si c'est fait avec les Chinois, avec le Hindi, avec le grec, avec les Russes, ce n'est pas impossible avec l'arabe. Surtout que les gens, ils ont des bases. Moi, je parle sur le contrôle de mes collègues et vous également. Moi, quand je suis à Bangor, je m'adresse à il me parle en arabe. C'est vrai, la prononciation est différente parce que c'est une déclinaison de la langue mère, qui est la langue littéraire. Mais chacun, quand on dit, bon, de Enanaki, tout ça, c'est des mots en arabe. Ouais. Mais il les prononce de cette manière parce qu'il n'a pas eu le bain linguistique qui lui permet donc d'avoir ça. Mais on se comprend. Donc, la déclinaison de la langue dans les usages quotidiens, actuellement dans notre administration, quand vous allez à l'administration, qui parle français à 100%? Tout le monde fait un pidgin. On parle un peu de français, on ajoute un peu mot sara, un peu mot en arabe, et puis un mot je sais pas quoi. Et parfois on tourne carrément dans le patois pour régler le problème carrément. Mais c'est ça la pratique. Donc maintenant il faut dépassionner, il faut que les gens soient pragmatiques. Il faut doter les institutions. Comme l'ENA, il a cette responsabilité par un décret, par une loi, qu'elle a donc cette mission donc de préparer les agents de l'État. Dans le bilinguisme, il faut lui donner les moyens. On ne peut pas lui demander de faire cela seulement, débrouillez-vous avec le budget. Non, c'est un budget. Il faut des laboratoires de langue, il faut des experts dans les 2 langues, même étrangers. Il faut, comment on appelle, des heures. Vous ne pouvez pas faire un cycle de 2 ans et pour former quelqu'un qui n'a jamais connu la langue arabe ou la langue française, vous lui demandez donc d'apprendre en 2-3 mots la langue pour étudier avec. C'est impossible. Il faut faire un cycle de 3 ans, 1 année pour la langue. Et après, ils vont continuer les études. Donc, ça, c'est question de moyens. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas dire aux gens, on va faire le bilinguisme. Ce décret ne réglera pas le problème si les moyens ne suivent pas. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, si le ministère de l'Éducation nationale, il y a une stratégie, comment faire le bilinguisme, ils ont fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de rapports qui sont là. Maintenant, les moyens ne suivent pas. Quelles sont les écoles pilotes? Combien d'écoles pilotes il faut mettre? Il faut tester, voir qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et puis par le tâtonnement, au bout de 20 ans, depuis qu'on débat, on fait le débat sur le bilinguisme, si on avait mis les écoles pilotes depuis, aujourd'hui on a réglé le problème parce qu'on a fait plus de 40 ans de débat sur une question qui peut être réglée sur 20 ans. Alors, honorable, je reviens à vous. Aujourd'hui, quand on parle de moyens, il y a aussi la tradition des documents. Ça pose vraiment problème dans nos administrations. Le docteur l'a si bien énuméré tout à l'heure. Je suis un francophone, je reçois un document en arabe, je ne prends même pas le soin de chercher à comprendre, mais je le classe parce que c'est dans une langue
que je ne connais pas, ou soit que je déteste. Parce qu'il y a des administrateurs comme ça. Alors, comment faire pour que les traditions, par exemple, des documents officiels comme moyen puissent aussi fluidifier l'administration? Très bien, merci. Je pense que l'État, à travers ses agents, a l'obligation, n'est-ce pas, de communiquer en deux langues, dans les deux langues. Traduire, n'est-ce pas, les textes officiels, que ce soit les textes de loi, les règlements, les communications, dans les deux langues. C'est une obligation constitutionnelle, conformément à l'article 10 de la dernière constitution, la constitution de la Ve République. Maintenant, comme le docteur l'a souligné de manière superficielle, je voulais un peu aller dans le fond. Il faut comprendre les choses de manière parallèle. D'une part, il y a les citoyens, n'est-ce pas, qui n'est pas obligé d'apprendre les deux langues. D'autre part, il y a l'État qui a l'obligation constitutionnelle, n'est-ce pas, d'appliquer les deux langues, de communiquer dans les deux langues, et tout ce qui est consommable, destiné à la population, doit être fait dans les deux langues. Pour cela, j'ignore encore s'il y a des documents importants qui ne sont pas encore traduits. Je ne vais pas dire traduits, mais faits dans les deux langues. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes les communications officielles doivent être faites dans les deux langues. Et tout ce que je suis, que ce soit une communication officielle, par exemple, du chef de l'État, à l'occasion, par exemple, du Nouvel An, ou bien n'importe quelle communication officielle, elle doit être faite dans les deux langues. Et ce qui est en train d'être fait, la Constitution, elle est dans les deux langues. Et lorsque nous étions pendant le CNT, pendant l'exercice du CNT, je me souviens, le seul document qu'on n'a pas pu faire dans les deux langues, là je parle sous le contrôle du docteur Guita, c'était la loi des finances. C'était la loi des finances. Maintenant, nous avons adopté, parce que la loi des finances c'est quelque chose qu'il ne faut pas bloquer, n'est-ce pas? Mais nous avons dit, l'année prochaine, pour que vous puissiez avoir les quitus des parlementaires, il faut le faire dans les deux langues. Parce que les parlementaires arabophones qui sont là, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs collègues francophones. Et le débat, je pense qu'il doit être évolué. Le débat doit évoluer. Je pense que le problème, ce n'est pas le nombre de langues. Pour preuve, dans certains pays qui ont presque les mêmes similarités que nous, en Afrique, par exemple en Afrique du Sud, ils ont 11 langues officielles. Au Zimbabwe, ils ont 16. Mais je n'ai jamais entendu un problème relatif, n'est-ce pas, aux langues officielles dans ces pays-là. Le problème du Tchad, comme quelqu'un l'a dit, c'est on aime trop jouer à la victime, d'une part, et d'autre part, on est en train de politiser ces problèmes d'ordre scientifique et technique, n'est-ce pas, cette question-là. Et d'autre part, il y a également, là il faut le dire, ce retard qui est une réalité et qui est dû à des facteurs d'ordre historique, par exemple l'aspect administration que nous avons hérité de la colonisation, etc. Maintenant, le processus, il peut être confronté à des difficultés. L'essentiel du problème, moi je pense qu'aujourd'hui nous avons deux écoles parallèles. Regardez dans vos quartiers, dans vos différents quartiers, il y a Madrasa quelque part, il y a l'école classique qui est dispensée en français quelque part là. Pourquoi on n'a pas une école de la République dans laquelle on forme nos enfants à la fois la langue française et l'arabe, ou comme dans certains pays tels que par exemple le Cameroun, moi je n'ai pas étudié au Cameroun, mais un ami me disait que les mêmes enseignants, selon ses humeurs, ils dispensent ses cours en partie en français et une autre partie en anglais. Je pense que c'est faisable aussi d'autres pays. Et un autre exemple du fait que le nombre de langues n'est pas un problème. En Suisse, ils ont 4 langues officielles, le français, l'allemand, l'anglais, italien. Et il y a italien, je crois. Oui. Mais le problème ne se pose pas au niveau des langues. Une langue pour les citoyens. Et là, je conclue en disant que
pour les citoyens, apprendre une langue vous permettra d'avoir plus d'opportunités professionnelles, académiques et politiques aussi, n'est-ce pas? Il vous ouvrira peut-être à d'autres univers académiques, scientifiquement, c'est un atout pour les citoyens. Maintenant, au niveau de l'administration, les administrés ont l'obligation de communiquer dans les deux langues et traduire, n'est-ce pas, les textes officiels dans les deux langues. D'accord. Voilà ce que... Alors, si vous venez de nous prendre, nous sommes dans votre débat DTV. Nous parlons du bilinguisme dans l'administration publique au Tchad et surtout de son application et des obstacles. Alors, Monsieur Idazi, je viens avec vous. Comment, par exemple, lutter contre le sentiment de marginalisation ou de favoritisme linguistique? Bon, quand on parle ici de favoritisme, moi je crois que nous avons cerné les problèmes. Comme conseiller Alfouz l'a dit tout à l'heure, certains pays ont plus de... à lever la main et pour intervenir. Moi, je me suis tourné, il était à ma gauche. Mais voilà, en turban, avec son chapelet, mais il parlait français mieux que moi. Et puis, quand vous le voyez passer, vous allez dire qu'il ne comprend même pas un seul mot en français. Moi, je crois que cette résistance-là, elle est voulue, elle est politique, elle est... Et moi, je crois que le gouvernement a bien compris pour désamorcer ces obstacles-là, pour faire du Tchad un pays, vraiment un pays développé. Parce que quand on a des langues, on sait, bon, je crois qu'on a les compétences 2 fois qu'un pays qui travaille avec une seule langue. Moi, je me rappelle bien à l'école primaire, vous savez qu'à l'époque, on faisait 4 heures en français, et puis après, la dernière heure, on sort à la récréation, on revient pour faire l'arabe. On fuyait l'arabe. On ne veut pas faire. Mais on donnait aussi 1 heure sur tout le programme de la journée. Vestimentaire. On s'exclut déjà. Alors qu'on ne demande pas si on a un mal vivre entre nous, c'est pas question de langue. Et vous savez, déjà, quand je vais prendre maintenant les choses de manière plus terre à terre, plus crue, dans la région de Logon et la région de Mayukebi, il y a un problème. Bon, je le dis, mais Ngambay et comment on appelle Mayukebi. Oui. Et ce problème, on n'arrive pas à arriver à le transcender depuis des années. C'est-à-dire, quand vous êtes de Mayukebi, vous êtes nommé ou quelque part dans le 2, vous avez de la résistance. C'est pas question d'arabe ou de français. C'est le refus de s'accepter. Quand on emmène un Ngambay dans la zone de Mayukebi, il y a une résistance, il y a un refus, etc. À la Coton Tchad à l'époque, etc. Donc, d'abord, il faut travailler cet esprit, vous l'acceptez. Mais moi, je pense que là également, je pense qu'il ne faut pas que tout le monde se mêle dans la danse comme ça, de manière inconnue. Si on demande à tout le monde d'appliquer un truc qu'il ne comprend pas, ben il a ses références à lui. Donc il va revenir sur ses références pour lui dire non, ça veut dire tu es islamisé, tu vas... Bon, si tu n'es pas sûr de ta croyance et que tu as peur en prenant une langue du père de ta croyance, c'est que c'est lui qui t'a appris, il t'a donné une fausse route. C'est la même résistance quand les colons français étaient venus, quand ils voulaient donc mettre en place des écoles françaises, les musulmans, ils refusaient de se scolariser. Ils cachaient leurs enfants dans la brousse, etc. Parce qu'ils ont peur que ça va changer leur foi, etc. C'est la même résistance qu'on a ici. Les gens ont peur qu'ils vont changer leur foi. Ça, ce sont des images, c'est des clés. La foi, si elle est ancrée, ce n'est pas une langue qui va l'enlever. Mais si vous doutez de votre foi, ben effectivement, la moindre secousse, vous avez peur donc de perdre votre foi. Ouais. Ça, donc, c'est un problème donc, psychologique, comme le disait tout à l'heure mes deux débatteurs, qu'il faut qu'on arrive donc à enlever cela. Mais il faut quand même pas se disperser. L'État, il a pris la résolution, d'abord la Constitution, c'est donc la charte fondamentale, hein, c'est le sommet, c'est la règle. La Constitution le dit. Le décret de la dernière fois sur la mise en œuvre de la stratégie de mise en œuvre, elle le clarifie. Maintenant, il faut des décrets d'application par rapport à chaque ministère. Et il faut, comme je le disais, je reviens de toujours, question de traduction par exemple. Nous avons combien d'administrations? C'est-à-dire de la présidence à la primature, avec le gouvernement, avec les gouvernorats, les préfets, les sous-préfets et les appareils judiciaires. En gros. Si vous comptez le nombre d'administrations qui ont besoin, vous ne dépasserez pas les 200. Est-ce que c'est difficile de former 200 traducteurs pour un État
sur une période de 3-4 ans, pour que ceux-là ils reviennent, ils vont maintenant appuyer l'administration dans la traduction et dans la compréhension. Est-ce que c'est compliqué pour une administration de mettre les moyens, comme je l'ai dit, pour l'institution qui doit former les commis d'État bilingues? C'est vrai, vous n'allez pas maîtriser la langue au même niveau. Il va de soi. Mais ça vous donne un niveau qui vous permet quand même de comprendre l'autre, ou comprendre ce qu'il veut. Donc c'est ça qu'on veut. Maintenant aussi la technologie aidant. Nous avons des traducteurs, pas Google. Maintenant, il y a des instruments de traduction qui ont dépassé Google de loin. Le chat GPT. Voilà, tout ça. Donc, ils peuvent vous traduire, ils peuvent vous aider. C'est-à-dire, il faut toujours être humain parce qu'il y a un esprit dedans. Mais on a toujours des moyens. On a la technologie qui peut nous aider. Il faut mettre les politiques là-dedans. Vous christianisez, vous les nordiques. Mais c'est pas vrai. On ne demande pas aux citoyens d'être bilingues. On dit tout simplement que l'administration est bilingue. Et que celui qui veut apprendre parmi les citoyens l'une des deux langues, c'est une richesse pour lui, c'est une chance pour lui. S'il ne veut pas, il peut apprendre l'anglais s'il veut, mais le jour où il va s'adresser à l'administration, il utilisera l'une des deux langues. Et l'autorité a cette obligation de transmettre l'information dans les deux langues. Et il y a aussi un quiproquo qui se fait, va dire en fait que le ministre ou un représentant de l'État, il a l'obligation de choisir une langue. C'est vrai. Mais il a l'obligation également de faire comprendre à l'autre aussi ce qu'il dit dans une des langues. Il y a quelques temps... Oui, il y avait un débat autour d'un ministre qui aurait demandé aux arabophones d'aller traduire. Oui, mais ça, c'est l'obligation de l'État. Maintenant, s'il n'a pas les moyens, il peut arriver tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'être bilingue. M. Agiz a eu le temps d'être bilingue. Et peut-être le conseil est bilingue. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément donc, cette chance-là, mais il faut commencer quelque part. Mais on dit tout simplement la feuille de route est là. Le ministère de l'Éducation nationale, pour rendre le bilinguisme une réalité, commencer à faire des écoles pilotes dans les départements et ces écoles pilotes bilingues qui vont être après 3 ans, on va créer l'école primaire bilingue. Après 6 ans, on va créer le collège bilingue. Et après 4 ans, on va faire donc, le lycée bilingue. Et comme ça, on aura des bilingues. La question du bilinguisme est réglée en 20 ans. Elle est réglée. Le problème du bilinguisme a existé depuis 1963. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de débattre sur le sexe des anges, alors que, de manière pragmatique, on peut régler ce problème et le débat est clos. Le Cameroun, à côté, ils ont donné l'exemple. Nous avons également le Canada. Vous savez, les États-Unis, ils n'ont pas une langue officielle dans leur constitution. Le Rwanda a décidé de revenir à l'anglais en 5 ans. Oui, et ils sont maintenant arrivés. C'est une question de volonté. Et il ne faut pas faire une phobie, comme le disait tout à l'heure Cheikh Agiazi, l'arabophobie ou la francophobie. Non. Nous, on n'a pas besoin de mettre de psychologie dedans. C'est lui qui veut apprendre, il apprend. C'est lui qui ne veut pas. Mais l'administration, en tant que citoyen, la Constitution le dit, j'ai le droit d'avoir l'information et se faire comprendre par l'administration dans l'une des langues. Point. D'accord. Alors, M. Agiazi, faut-il rendre obligatoire le bilinguisme dans tous les postes publics? Parce que quand on rend obligatoire, ça devient une contrainte. Moi, je crois qu'il faut essayer de trouver la formule la plus simple pour que le bilinguisme, les gens vont le chercher eux-mêmes. Alors, ce serait quoi cette formule-là? Bon, cette formule, c'est-à-dire que si vous recrutez dans les entreprises, vous préférez d'abord ceux qui sont bilingues. Les autres, ça peut être parmi les critères des choix. Et là, les gens vont se donner. Moi, je vais vous dire une chose, peut-être que vous serez surpris. Moi, j'étais à l'école primaire, quand j'avais lu la Bible, je me cachais pour lire la Bible. Donc, pourquoi? Je me suis dit que mais moi, je suis musulman, j'ai grandi dans un milieu musulman. Est-ce que l'autre, ce qui est dans la Bible, est-ce que c'est pas mieux que ce que j'ai? Et j'ai fait cette découverte, j'ai lu, j'ai fait, mais ça n'a pas changé. Donc moi, quand on lit tout à l'heure l'arabe avec l'islam ou autre, mais vous voyez les Libanais, il y a combien de Libanais qui sont chrétiens et arabes? Et même ici au Tchad, il y en a. Oui, donc il ne faut pas lier. Moi, je crois que, comme je l'ai dit au départ, c'est un débat des intellectuels et c'est un problème d'élite. Et je crois que c'est ça. Moi, je pense que l'administration, elle travaille avec qui? Elle travaille avec les administrés. Mais il faut faire passer le message. Et si l'administration s'enferme sur la zone et se montre comme
comme les colons, on parle une langue de colons et que les gens applaudissent sans rien comprendre. Mais ça ne sert à rien, ça c'est prêcher au désert. Moi je pense qu'il faut, en un mot, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Moi, comme il l'a dit, il faut prendre la base, il faut étape par étape et on évolue. Et en évoluant, parce que quand on a deux langues, une fois, moi, au stage que je disais tout à l'heure qu'on fuyait les cours arabes, il nous a fait venir, il dit, mes fils, regardez, quand vous allez apprendre le français et l'arabe, là, c'est comme vous avez un fusil et un couteau. Au moment où les fusils ne tirent pas, vous avez votre couteau. Au moins, vous avez une deuxième arme. Et là, j'ai gardé ça. Et c'est important. Moi, je crois qu'il ne faut pas se chercher des choses, comme on l'a dit, chercher les poux sur une tête chauve. Je crois que ce n'est pas là le débat. Au nom de langue aujourd'hui dans l'administration, dès qu'on entre dans l'administration, on n'a pas besoin de poser des questions pour connaître les appartenances linguistiques. Oui. Les francophones, dès qu'on entre, on les reconnaît parce qu'ils forment un groupe, ils sont sous un arbre quelque part, les arabes. Comment faire pour ramener, pour que cela devienne une force pour notre administration? Moi, je pense que, de manière générale, quand vous êtes dans un groupe de personnes, il y a ceux-là qui trouvent n'importe quel critère, n'est-ce pas, n'importe quel indice pour avoir une avance sur l'autre. Et d'autres, n'est-ce pas, qui veulent, pour des raisons souvent personnelles, trouver un facteur de désunion. Et c'est là où je me dis, je disais précédemment, il va falloir dépolitiser ces débats-là. C'est un débat qui est scientifique, c'est un débat d'ordre technique et peut-être administratif, mais jamais politique. Ces considérations-là, pas seulement au niveau de la langue, elles existent dans d'autres facteurs également. D'appartenance pourrait être peut-être d'autres, régionales, peut-être confessionnelles. Maintenant, ce qu'il faut faire, à mon avis, à ce stade, c'est de dépassionner le débat et faire de telle sorte que réellement sur le terrain, toutes les conditions soient créées afin que d'une part, nos enfants, n'est-ce pas, soit l'éducation et l'enseignement qu'on offre à nos enfants soit dispensé dans les deux langues. C'est une solution à la base. Et deuxièmement, l'administration va faire de telle sorte qu'elle a l'obligation constitutionnelle, n'est-ce pas, va faire de telle sorte que chaque citoyen qui adresse, n'est-ce pas, une correspondance, par exemple, à une administrée, dans une des langues, soit accepté et que le destinataire soit dans l'obligation de lui répondre. Moi, je me souviens, il y a quelques années, le débat autour de l'ENA, où le concours a été lancé. L'ENA, c'est une école très prestigieuse dans notre pays, et que les diplômés bacheliers en arabe se sentaient exclus. Et là, moi, par exemple, je suis bilingue. Et je ne vais pas venir dans les détails, mais je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il faut que les arabophones aient également la même chance que ceux qui ont obtenu le bac en français. Ce débat, il est politisé de telle sorte que on ne parle pas de ceux qui ont d'autres langues. Par exemple, quelqu'un qui a obtenu son bac ici, il est allé en Turquie, en Russie, en Allemagne. Il n'a pas étudié en français. Il a même un diplôme dans une autre langue. On lui traduit ici. Le débat ne s'est pas dit, le problème ne s'est jamais posé. Donc le problème arabe-français dans notre administration, je pense que c'est un problème que les gens font de la récupération, n'est-ce pas, pour nous amener sur un autre terrain. Mais dans la pratique, bien que l'arabe ait un certain retard, c'est une vérité, mais le travail est en train d'être fait, à mon avis, et que les conditions doivent être créées pour que sur le terrain, pratiquement, ces bilinguismes-là soient mis en œuvre. Voilà. Okay, je reste avec vous, on tend même vers la fin déjà, le temps est parti tellement, mais je reste encore avec vous, conseiller, comment faire pour motiver? Parce qu'on se rend compte que ce n'est ni un problème de langue,
ni un problème de niveau, mais c'est un problème de rejet total. Alors, comment faire pour motiver, par exemple, la jeunesse à embrasser le bilinguisme? Bon, pour me motiver, je pense que il faut d'abord, au préalable, faire de telle sorte que aucune langue domine l'autre. Vous avez les critères, vous avez un diplôme, et que vous vous présentez dans le cadre d'un emploi, peu importe votre diplôme en quelle langue, vous êtes en tant que citoyen, vous ayez les mêmes droits. Dans la pratique, je pense qu'il y a assez de problèmes dans ce niveau. Moi, je suis venu du milieu des ONG. Il y en a beaucoup dans ce pays. Mais quand j'ai évolué, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Je ne vais pas déplacer le débat, mais c'est toujours dans le cadre de l'emploi. Les arabophones ne sont pas là-bas très concernés. Et là, l'administration a l'obligation de prendre les mesures qu'il faut, n'est-ce pas, pour obliger à tous les partenaires du Tchad à ce que chaque Tchadien diplômé, n'est-ce pas, dans un secteur pertinent, que lorsque l'ONG recherche, peu importe s'il est diplômé en français ou en arabe, ait la même chance. Ainsi, la langue sera un atout de plus. Et moi, aujourd'hui, je suis bilingue presque par accident, mais je suis très ravi parce que quand je parle, ne serait-ce qu'en Arabie Saoudite ici, les Français, on ne parle pas. Oui. Et mon anglais est très mauvais, donc je suis obligé de m'en servir, n'est-ce pas, avec mon arabe pour m'en sortir. Une langue, il faut faire comprendre à nos enfants que c'est toujours un plus, quelque chose qui va leur offrir plus d'opportunités. Ce n'est jamais le contraire. Maintenant, pour ceux qui pensent que le débat il est d'ordre religieux, le bilinguisme est confondu avec la religion, il faut faire comprendre aux gens, à moins qu'on soit hypocrite. Sinon, je pense que ceux qui parlent l'arabe, une bonne partie ne sont pas des musulmans. L'arabe existait avant l'islam. Je prends l'exemple des Coptes en Égypte, l'exemple des Druges, n'est-ce pas, Liban. En Syrie, l'exemple des Libanais, n'est-ce pas. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, le problème, dans la réalité, ce n'est que mon avis personnel, hein, d'après tout, mais l'arabe reste la langue la plus parlée de loin par rapport au français. Mais pourquoi, quand on vient là, au niveau de l'administration, il y a un débat? Maintenant, l'administration doit aussi prendre le sujet à bras le corps pour maintenant procéder de manière rigoureuse vers une application définitive, vers une application, n'est-ce pas, réelle. Voilà ce que je pense. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de la carotte. C'est une métaphore, mais ça vient parler de la motivation. Quel genre de carotte il faut? Oui, enfin, ce que je disais tout à l'heure, que si vous voulez motiver quelqu'un, un fonctionnaire, qui est un cadre, qui a peut-être 10 ans ou 15 ans dans l'administration, vous voulez le motiver pour qu'il apprenne l'arabe, mais il faut que lui voit son impact d'abord sur son avancement, mais sur sa fiche de paye aussi. Donc l'administration a le moyen de dire, écoutez, ceux, par exemple, même dans les nominations, c'est-à-dire par exemple ceux qui sont bilingues, ils ont plus de chances d'occuper un tel poste, par exemple, de directeur ou au-delà. Les gens vont se motiver. Parce que on est des humains, c'est une question de gestion des ressources humaines. Hein. Ça, c'est pas un management de ressources humaines. Il faut motiver les gens, toutes les techniques qui sont là. Donc il faut que l'État dise, là. Ça c'est une décision. Tous ceux qui apprendront la langue, l'autre langue, c'est-à-dire un arabophone qui apprend le français, un francophone qui apprend l'arabe, ils ont une motivation dans leur reclassement au niveau des points, dans leur industrie, dans leur salaire, et puis dans les promotions. Ben, les gens, ça va de soi, les gens vont se motiver parce qu'on a mis ce qu'il attend. Un salarié, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que sa fin du mois, qu'il ait un salaire conséquent. Ben, si elle est liée à quelque chose dont il a à la portée, hein, donc ça a sa portée, ben, il va le faire. Ça, c'est une. Deuxièmement, il faut peut-être faire ce qu'on appelle la discrimination positive. En Afrique du Sud, après, donc, quand le Mandela était venu, c'est vrai, la population noire est désavantagée. Ben, puis on disait aux entreprises, si vous recrutez un certain pourcentage donc,
des gens de noirs dans l'encadrement ou dans l'agent de maîtrise, etc. Mais vous avez des dégrèvements d'impôts par-ci, vous avez des accès au crédit avec des taux bonifiés, etc. Et ça a encouragé. Donc les entreprises se font la concurrence pour placer. Et ils ont montré que les noirs qui ont été recrutés ont montré qu'ils ont cette capacité, ils s'adaptent. Aux États-Unis, il y a une discrimination positive. Par exemple, à la télé, dans tous les films, vous allez trouver toutes les représentations ethniques des États-Unis. Les Noirs, ils ont un pourcentage par rapport à leur poids. Les Chinois, les Asiatiques, les Amérindiens, etc., mais les Européens, tout ça. Et c'est une obligation. L'État a rendu obligation dans les films, même s'ils n'ont pas forcément le premier rôle. L'essentiel qu'ils soient présents. Qu'ils soient figurants, même s'ils sont là, à la télé, dans les médias. CNN, vous prenez NBC, CBC, ils ont cette concurrence. Tchad 24, enfin, Africa 24 ou France 24, ben, ils alternent, ils ont des Maghrébins, ils ont des Africains, ils ont des... Donc il y a des moyens qu'on peut faire pour cela et on peut motiver les gens. Tout simplement, il faut que ceux qui n'ont rien à faire dans ce débat ne doivent pas s'en mêler. Je vous assure que c'est devenu un fonds de commerce pour des politiques, que ce soit des deux côtés, que ce soit des arabophones ou des francophones, et ben c'est un fonds de commerce pour essayer donc de débattre, pour essayer donc de justifier et de trouver donc des appuis et des soutiens, etc. Ça, c'est à proscrire. Et il faut que l'administration, pour la résistance, par rapport à un groupe, comme je disais tout à l'heure, la chose que vraiment quand ils se trouvent entre un groupe francophone, ils s'isolent. Oui, mais ça existe même dans le milieu francophone, entre francophones. Oui. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le harcèlement psychologique, le harcèlement moral, ça se fait comme ça, on vous exclut dès que vous arrivez, les gens se taisent, ou tout de suite ils se dispersent, etc. Ça fait partie. Et ça, c'est comme il y a un problème de management de ressources humaines dans notre administration, les gens, ils ne gèrent pas les gens. Hein. C'est juste, on se contente de faire les congés, etc., les absences de présence, les autorisations, etc. Mais si on gère les humains, un humain, il faut le prendre avec toutes ces contradictions. Un humain, il n'est pas vraiment un instrument, non, il porte en lui son histoire, sa psychologie, sa culture et tout ça. Donc, la carotte, ça veut dire qu'il faut encourager les gens par ces moyens pratiques. Mais je reviens encore une fois, et une fois sur la question, il faut se donner les moyens. Tant que vous ne mettez pas les mains dans la poche, vous ne pouvez pas rendre l'administration bilingue. Tant que vous ne mettez pas la main dans la poche, vous n'aiderez pas le ministère de l'Éducation nationale à faire ses écoles et développer. Tant que vous ne mettez pas la main dans la poche, vous n'allez pas aider les entreprises. L'État peut dire, le ministère des Finances, bon, vous avez une obligation. Dans chaque niveau, vous devez prendre un bilingue, préférence, et un enfant, vous le rendez francophone, et un francophone, vous le rendez... et puis, ils ont la promotion, la priorité de la promotion, la priorité pour la nomination. Et ça va aller. Je vous assure que les gens, ils vont courir. Moi, je vous donne l'exemple de la 18e promotion de l'ENA. Je vous assure que les CISCO, ils nous ont dit ils ont plus que doublé le nombre des inscrits qui veulent apprendre la langue arabe. Et ils sont tous du Sud. C'est-à-dire, ils veulent, pour le prochain concours, ils se préparent. Donc, voilà. Et puis, il y a une dernière chose, la résistance, pour que les gens comprennent. Moi, j'ai rencontré par expérience, ma petite expérience, qu'il y a plus de résistance des francophones musulmans au bilinguisme et à la langue arabe que donc, des sudistes ou des du Sud, même s'ils ont une méfiance, mais ils n'ont pas cette résistance. Je vous assure, j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Ouais. Et le décret bilingue que vous voyez, quand je l'avais imposé, j'ai eu plus de résistance parmi les cadres de l'administration de l'éducation qui sont musulmans. Alors que les cadres non musulmans, qui sont francophones, ben, ils ont appris, ils m'ont demandé seulement, monsieur le ministre, comment on doit faire pour le faire. Tout simplement. Alors que les autres disaient, mais monsieur, comment vous voulez nous donner une nouvelle... Vous voyez? Donc, il faut aussi corriger cette idée-là. On pense que les résistants, c'est les sudistes. Non. Les vrais résistants, c'est ceux qui sont les francophiles et les arabophobes de tous bords, mais surtout du Nord. Et c'est ceux-là qui sont plus résistants parce qu'il y a un problème de place. Les arabophones vont prendre notre place, les bilingues vont nous dépasser. Donc, et ça, c'est bonne guerre, hein, ce qui est normal dans la concurrence. Mais pour un État, ça ne doit pas être une dissuasion. Il doit donc mettre les moyens. D'accord. Alors, Monsieur Idiazi, la même question à vous. Le conseiller a fait des propositions, le docteur l'a fait, vous aussi. Quelles seront aussi d'autres méthodes, par exemple, de persuasion, d'encouragement, de motivation encore au bilinguisme? L'encouragement, d'abord, il faut le voir dans les deux langues. Et ça, il faut le dire parce que
Depuis des années, les gens ont leur diplôme, leur licence, leur doctorat, ils sont là, ils n'acceptent pas et ils ne savent rien faire que d'aller à la fonction publique. Moi, je crois qu'il faut résorber ces chômeurs-là, il faut les résorber. Et avant même de les résorber, peut-être qu'on va essayer de faire un concours, quelques tests en arabe et en français. Maintenant, ceux qui attendent d'entrer dans la fonction publique, ils seront obligés d'apprendre un peu le français pour ceux qui sont arabophones, et puis les autres, ils vont faire ça. C'est des petits tests IMLA, une dictée, un truc comme ça, et ça permet les gens de s'intéresser avant de venir à la fonction publique. Et ceux qui réussissent à cette petite dictée-là, soit en français ou en arabe, ils ont la chance d'être intégrés. Et je crois que les gens vont se mettre pour apprendre un peu l'arabe ou le français de l'autre côté. C'est pas si compliqué que ça. Donc moi, je crois que je pense que l'État doit prendre ça en main. Et l'État a les moyens. Merci à mes téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce temps d'échange, de ce temps débat DTV avec nos débatteurs. Je le rappelle, nous avons eu Dr Ahmed Dida Mahamat qui est enseignant-chercheur, mais aussi un ancien ministre de l'enseignement supérieur, un homme politique. Docteur, merci beaucoup de revenir. Merci à vous et merci à mes co-débatteurs qui ont rendu les débats très intéressants. Et je remercie également les spectateurs qui, à travers les messages que je vois qu'ils sont en train de vous envoyer, ils sont en train aussi de vous guider dans certaines questions. Ça veut dire que le débat est, donc ils ont mordu à la leçon, ça veut dire que le débat est intéressant. Il faut qu'il y ait une autre édition. Justement, nous y reviendrons dans les jours à venir pour une autre édition de débat. Nous avons aussi eu Hassan Alafouza Togomi qui est un ex-conseiller. Il a travaillé à la transition. Il travaille dans le domaine humanitaire, mais aussi il est dans le milieu jeune. Merci beaucoup, Togomi. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir. Puisque ce sujet, c'est un sujet particulièrement important. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet sensible. Donc, je voulais également remercier vos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Pour finir, le troisième, c'est M. Mohamed Ali Idazi, qui est conseiller provincial de Bata. Lui aussi, son expérience nous a beaucoup illuminé sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs. Et vous avez fait le tour, vous tombez sur moi, je deviens le dernier. Je vais profiter aussi pour dire mon dernier mot. Et avant de le dire, moi je crois que vous aurez dû inviter une fille après l'incident du ministre. Il y avait une fille du Sud, je ne sais pas, du Moïkebi, elle a parlé, elle parle de la phrase, de l'arabe. Si vous l'invitez, ça serait mieux. Merci pour la proposition. Oui, voilà. Et pour moi, je pense que le bilinguisme est un patrimoine national, il faut qu'on le préserve. Merci. Très belle conclusion. Le bilinguisme est un patrimoine national qu'il faut préserver. Avec ces débats, nous avons compris que le bilinguisme était, le système est acquis dans l'administration, mais l'applicabilité reste un problème. Tous ensemble, mettons la main ensemble dans la pâte pour que le bilinguisme soit réel, que ce soit dans l'administration, dans les faits, et nous allons voir que nous aurons à gagner plus. Prenez soin de vous et à un autre jour pour le débat DTV. Au revoir.